Selon ce Nouveau Testament, maman, papa nous a tout légué à nous, ses enfants. Antoine dépose un document sur le bureau du notaire, tandis que je reste figée sur ma chaise. Nous venons d'arriver au cabinet de Maître Dubois pour la lecture officielle du testament de mon époux, décédé il y a tout juste 3 semaines, quand mes 2 fils et leurs épouses font irruption avec des papiers que je n'avais jamais vus auparavant. Sylvie a déjà ouvert la calculatrice de son téléphone. La maison vaut 400 000 €. L'appartement du centre-ville, environ 250 000 de plus les économies. Ses yeux brillent, tandis qu'elle additionne les chiffres comme s'il s'agissait d'un gain au loto. Nous pouvons tout vendre et partager entre nous 4. De quel testament parlez-vous? Ma voix sort brisée, presque inaudible. Maître Dubois prend les documents qu'Antoine lui tend et commence à les examiner en fronçant les sourcils. Le silence devient étouffant. Camille arpente le bureau comme si elle en était déjà propriétaire. J'ai toujours dit que cette maison était gaspillée. Avec ce que vaut ce terrain, nous pourrions acheter quelque chose de plus moderne. Elle parle de mon foyer, où j'ai vécu 45 années de mariage, comme s'il s'agissait d'une simple marchandise. Julien, mon fils cadet, évite de me regarder directement. Papa l'a signé le mois dernier. Maman a dit que tu ne pouvais plus gérer autant de responsabilités à ton âge. Ces paroles me transpercent le cœur. Mon propre époux aurait fait cela dans mon dos? Maître Dubois lève les yeux des papiers. Son expression est indéchiffrable. Quand exactement avez-vous dit que ce document fut signé? Son ton professionnel ne cache pas une inquiétude croissante qui me met les nerfs à vif. Antoine s'approche du bureau avec une confiance arrogante. Le 15 du mois dernier. Papa est sa venue seule. Il a dit qu'il ne voulait pas t'ennuyer avec ses formalités. Chaque mot est comme un poignard. Pourquoi mon époux ne m'aurait-il rien dit? Sylvie passe déjà des appels. Allô? Oui, c'est au sujet de la propriété dont je t'ai parlé. Oui, c'est presque officiel maintenant. Elle chuchote, mais j'entends des fragments. Mon sang se glace. Ils avaient déjà des acheteurs. Le notaire range les documents dans une enveloppe et se dirige vers son coffre-fort personnel. Avant de procéder à toute démarche, il y a quelque chose que vous devez savoir concernant cette affaire particulière. Sa voix prend un ton grave qui nous fait tous nous raidir. Camille cesse de prendre des photos et s'approche. « Qu'est-ce que c'est? Tout est en ordre, n'est-ce pas ?» Sa nervosité est palpable maintenant, comme si quelque chose ne se déroulait pas selon leur plan. Maître Dubois sort un autre document du coffre-fort, celui-ci avec des sceaux officiels et la cire rouge intacte. Votre époux est effectivement venu me voir le mois dernier. Mes fils échangent des regards triomphants, mais pas pour modifier le testament. L'air dans la pièce devient dense. Antoine se raidit. « Que voulez-vous dire par là ?» Sa voix ne sonne plus aussi assurée qu'il y a quelques minutes. « Il est venu le protéger », continue Maître Dubois, en me regardant directement dans les yeux. Il m'a demandé de garder le testament original dans mon coffre-fort personnel, car il soupçonnait que quelqu'un pourrait tenter de le falsifier. Sylvie laisse tomber son téléphone. Le bruit de l'appareil heurtant le sol de marbre résonne comme un coup de feu dans le silence absolu qui s'empare du cabinet. Julien recule, pâle. « C'est impossible. Papa n'aurait jamais... » Sa voix se brise à mi-phrase. Maître Dubois place le document original sur son bureau. La cire rouge encore intacte, brillant sous la lumière de la lampe. Votre époux m'a dit exactement ces mots. Si quelque chose m'arrive et que mes fils apparaissent avec un testament différent, s'il vous plaît, protégez Marie. Elle est celle qui mérite tout ce que nous avons bâti ensemble. Camille vacille et doit s'agripper au dossier d'une chaise. Sylvie ouvre et ferme la bouche sans émettre de son, comme un poisson hors de l'eau. Le notaire brise la cire avec une solennité cérémonielle. Il m'a également laissé ceci pour le lire, au cas où exactement cette situation se présenterait. Maître Dubois déplie une lettre manuscrite avec l'écriture reconnaissable de mon époux. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Antoine et Julien s'approchent du bureau. Leurs visages ont perdu toute couleur. Cette lettre est datée de 3 jours avant le décès de votre père, annonce le notaire d'une voix solennelle. Il m'a demandé de la lire textuellement si cette situation se présentait.
Ses yeux parcourent les lignes écrites par mon époux avant de commencer. « Ma chère Marie, si tu écoutes cette lettre, cela signifie que nos fils ont tenté de faire exactement ce que je soupçonnais. » Les premières paroles me frappent comme une avalanche. Sylvie se laisse tomber sur une chaise, sa calculatrice oubliée sur le sol. Maître Dubois continue la lecture. « Durant ces derniers mois, j'ai entendu des conversations qui m'ont brisé l'âme. Antoine et Julien parlaient au téléphone de comment te convaincre de signer des procurations, de comment j'étais trop malade pour prendre des décisions, de comment il serait préférable qu'il gère notre argent. C'est un mensonge !» crie Antoine. Mais sa voix tremble. Papa était confus à cause des médicaments. Le notaire lève une main pour le faire taire. « Mardi dernier, je les ai entendus planifier de vendre la maison dès ma mort. Sylvie disait que tu étais trop âgée pour vivre seule dans une propriété si grande. Julien mentionnait que les économies que nous avons pourraient être mieux investies si elles étaient sur leur compte. Je sens comme si on m'avait arraché l'air des poumons. Mon époux avait tout entendu. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit ? Mes mains tremblent de façon incontrôlable. Camille se lève brusquement. C'est ridicule. Nous ne pouvons pas rester ici à écouter les fantaisies d'un homme qui était... Elle s'arrête quand elle voit le regard assassin que lui lance Maître Dubois. J'ai également découvert que Sylvie avait déjà contacté un expert immobilier. Continue la lecture. J'ai trouvé les messages sur le téléphone d'Antoine quand il m'a demandé de le charger. Ils avaient tout planifié depuis des mois. Mon monde s'effondre. Non seulement ils ont planifié de me voler, mais ils l'ont fait pendant que mon époux agonisait dans son lit d'hôpital. Pendant que je passais les nuits à le soigner, eux calculaient la valeur de nos propriétés. Julien tente de s'approcher de moi. « Maman, tu dois comprendre que nous voulions seulement t'aider. » Sa voix sonne désespérée, mais je ne peux plus le regarder dans les yeux. Le fils que j'ai élevé avec tant d'amour m'avait trahi de la façon la plus cruelle. C'est pourquoi, Marie chérie, tout est exclusivement à ton nom. Lit Maître Dubois, et sa voix devient plus ferme. La maison, les économies, l'appartement, les investissements, tout. Ils ne recevront pas un seul euro tant que tu ne décides pas de leur en donner, si jamais tu décides de le faire. Sylvie se lève d'un bond. Cela ne peut pas être légal. Nous sommes les enfants légitimes. Son masque de douceur a complètement disparu, révélant la vipère qu'elle a toujours été. Maître Dubois sort des copies certifiées du testament original. Tout est parfaitement légal. Votre époux était un homme très intelligent. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il place les documents devant moi. Mon nom apparaît sur chaque page comme unique bénéficiaire. La lettre continue. Je sais que cela te fera mal, mon amour. Je sais que tu as toujours voulu voir le meilleur chez nos fils. Mais je ne pouvais pas permettre qu'ils te prennent ce que nous avons construit ensemble durant toute une vie. Tu mérites de vivre en paix, sans que personne ne te manipule ou ne te traite comme un fardeau. Les larmes commencent à couler sur mes joues. Mon époux m'avait protégée même après sa mort, sachant que je n'aurais jamais été capable de me défendre seule contre l'avidité de nos propres enfants. Antoine frappe le bureau du poing. C'est absurde. Maman ne sait pas gérer autant d'argent. Les escrocs vont la voler. Sa désespération est pathétique maintenant que ses plans se sont écroulés. Et s'il tente de te convaincre que tu ne peux pas gérer les propriétés seule, souviens-toi que tu as géré notre foyer et élevé nos fils pendant 45 ans. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Chaque mot de mon époux est comme un baume sur mon âme blessée. Lui me connaissait. Lui avait confiance en moi. Tandis que nos fils ne voyaient qu'une vieille inutile, ils voyaient la femme que j'avais toujours été. Camille s'approche avec des larmes de crocodile. « Belle maman, vous savez que nous vous aimons beaucoup. Tout ceci est un malentendu. Sa performance est si fausse qu'elle me donne la nausée. » Maître Dubois plie la lettre, mais avant cela lit la dernière ligne. « Marie, vis le reste de ta vie comme la reine que tu as toujours été pour moi. Et si nos fils apprennent un jour à te valoriser vraiment, alors et seulement alors, considère partager quelque chose avec eux. L'amour ne s'hérite pas, il se mérite. Avec tout mon amour éternel, ton époux qui t'adore. »
Le silence qui suit est assourdissant. Je peux entendre mon propre cœur battre, le tic-tac de l'horloge murale, la circulation lointaine dans la rue. Mais surtout, je peux sentir les regards de mes fils et leurs épouses, emplis d'un mélange de choc, terreur et rage. Maître Dubois s'adresse directement à Antoine et Julien. « Maintenant, messieurs, j'aimerais savoir comment vous avez obtenu ce document falsifié que vous m'avez apporté. Son ton est de glace pure, car falsifier un testament est un délit fédéral qui peut vous mener en prison. Le sang se glace dans mes veines. Mes propres fils avaient peut-être commis un crime. Jusqu'où avaient-ils été prêts à aller pour me voler? Le visage d'Antoine se décompose complètement. Ses mains tremblent tandis qu'il tente de trouver des mots pour justifier l'injustifiable. Nous n'avons rien falsifié. Un avocat nous a aidés. Sa voix se brise comme celle d'un enfant, pris en flagrant délit de mensonge. Quel avocat? La question de Maître Dubois coupe l'air comme une lame. Car je suis le seul notaire autorisé à gérer les affaires de votre famille depuis 2 décennies. Votre père me l'a confirmé personnellement. Sylvie se lève brusquement et marche vers la porte. C'est une perte de temps. Partons, Antoine. Mais son époux ne bouge pas. Ses yeux sont fixés sur le sol, comme si le poids de ses actions l'avait finalement écrasé. Julien tente de s'approcher de moi une fois de plus. « Maman, s'il te plaît, tu dois nous comprendre. » Les frais médicaux de papa étaient énormes. Nous avons mis de l'argent de nos économies pour... Il s'arrête quand Maître Dubois place sur le bureau un autre document. « Intéressant que vous mentionniez les frais médicaux, » dit le notaire avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Car j'ai ici les reçus de tous les paiements. Votre mère a couvert chaque centime des traitements avec ses propres économies. Vous n'avez pas contribué d'un seul euro. » Le mensonge de Julien est exposé de la façon la plus humiliante. Mon fils cadet, celui qui avait toujours été mon chouchou, m'avait menti même à ce sujet. Je sens comme si un poignard me transperçait le cœur une fois de plus. Camille cesse complètement de feindre. D'accord. Oui, nous avions prévu de vendre les propriétés, mais nous l'avons fait pour votre bien. Elle ne peut pas vivre seule dans cette énorme maison. Son masque est finalement tombé, révélant l'avidité pure qu'elle a toujours cachée. Pour mon bien? Ma voix sort plus forte que je ne l'espérais. Quelque chose en moi se réveille, une force que je ne savais pas posséder. M'envoyer vivre dans la remise du fonds était pour mon bien? Antoine lève finalement les yeux. Maman, nous n'avons jamais dit la remise. C'était seulement temporaire le temps d'arranger quelque chose de mieux pour toi. Ces mensonges deviennent plus pathétiques à chaque parole. Comment ça? Ma voix acquiert un ton que mes propres fils n'avaient jamais entendu. Comme une maison de retraite, comme la maison d'un parent éloigné, ou vous espériez simplement que je disparaisse pour ne pas avoir à vous occuper de moi? Maître Dubois observe l'échange avec un intérêt professionnel. Madame Marie, y a-t-il autre chose que votre époux m'a demandé de vous montrer seulement si vous décidiez de confronter vos fils? Il sort de son coffre-fort une enveloppe jaune que je n'avais jamais vue. « Qu'est-ce que c'est maintenant ?» demande Sylvie d'une voix stridente. Sa composure s'est complètement évaporée. Elle n'est plus la belle-fille calculatrice et froide, mais une femme désespérée, voyant ses plans s'effondrer. « Ce sont des enregistrements audio », explique Maître Dubois, en plaçant un petit dispositif sur le bureau. Votre époux a enregistré plusieurs conversations téléphoniques où vous discutiez de vos plans, tout parfaitement légal, car les enregistrements ont été faits depuis son propre téléphone fixe. La couleur abandonne complètement les visages de mes fils. Julien vacille et doit s'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Papa ne savait pas utiliser ces trucs technologiques, murmure-t-il. Mais sa voix ne sonne convaincante même pas pour lui-même. Votre père était plus intelligent que vous ne le pensiez, répond Maître Dubois en pressant le bouton de lecture. Il a appris à utiliser la fonction d'enregistrement spécifiquement pour protéger son épouse. La voix d'Antoine emplit la pièce, claire et reconnaissable. J'ai déjà parlé avec l'expert. Il dit que si nous vendons rapidement, nous pouvons tirer jusqu'à 500 000 € de la maison. Maman n'a pas besoin de connaître les détails jusqu'à ce que tout soit prêt.
Écouter les paroles de mon propre fils planifiant mon avenir comme si j'étais un obstacle me détruit intérieurement, mais allume aussi quelque chose qui dormait depuis des années. La colère. L'enregistrement continue avec la voix de Sylvie. « Votre mère est très naïve. Si nous lui disons que c'est pour sa sécurité, elle signera tout ce que nous lui mettrons devant. Les vieilles sont faciles à convaincre comme ça. »« Éteignez ça !» crie Sylvie. Mais Maître Dubois ne la regarde même pas. L'enregistrement continue à se reproduire, exposant chacun de leurs plans avec une clarté brutale. Maintenant, c'est la voix de Julien qui se fait entendre. « Camille a raison. Cette maison est gaspillée avec maman là-bas toute seule. En plus, elle commence à avoir des problèmes de mémoire. Nous pouvons utiliser ça à notre avantage si quelqu'un pose des questions. » Problème de mémoire ? Mon esprit n'a jamais été aussi clair. Chaque mot, chaque mensonge, chaque trahison se grave dans mon cerveau avec une précision photographique. Je n'oublierai ni ne pardonnerai rien de tout cela. Camille tente d'arracher le dispositif à Maître Dubois, mais il le retire rapidement. Ces enregistrements sont illégaux. Ils ne peuvent pas être utilisés. Sa désespération la fait paraître pathétique comme un rat acculé. Au contraire, dit Maître Dubois avec un calme professionnel, ils sont complètement légaux. Ils ont été enregistrés au domicile du propriétaire de la ligne téléphonique avec son consentement pour se protéger de possibles fraudes familiales. En fait, ces enregistrements pourraient être utilisés comme preuve si nous décidons de procéder légalement pour la tentative de falsification de testament. Le mot « légalement » tombe sur mes fils comme une bombe. Antoine s'effondre dans une chaise, son arrogance complètement évaporée. Julien commence à pleurer comme un enfant. Mais ses larmes ne m'émeuvent plus. Ce sont les larmes de celui qui a été pris, pas de celui qui regrette sincèrement. « Il y avait d'autres conversations, » continue Maître Dubois. Mais je pense qu'avec cela, c'est suffisant pour que soit clair quelles étaient fait leurs véritables intentions. Il range le dispositif dans son tiroir. Maintenant, Madame Marie, la décision de que faire avec cette information est complètement entre vos mains. Tous les yeux se tournent vers moi. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je sens que j'ai le contrôle de ma propre vie. Mes fils, qui il y a 1 heure sont arrivés ici en me traitant comme une vieille sans défense, attendent maintenant mon verdict comme des criminels devant un juge. Je me lève lentement de ma chaise. Mes jambes sont plus fermes qu'elles ne l'ont été depuis des semaines. Je regarde chacun d'eux dans les yeux, un par un. Je vois de la peur, du désespoir et quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Un respect forcé par les circonstances. « Je veux que vous sortiez », dis-je d'une voix que je ne reconnais pas comme mienne. « Je veux que vous sortiez de ce cabinet et je ne veux pas vous voir jusqu'à ce que je décide si un jour je pourrai pardonner ce que vous avez fait. » « Maman, tu ne peux pas parler sérieusement. » La voix d'Antoine se brise avec une désespération que je n'avais jamais entendue auparavant. « Nous sommes tes fils, ton propre sang. » Mais ces paroles n'ont plus le pouvoir de me manipuler comme avant. Quelque chose de fondamental a changé en moi dans ces dernières quelques minutes. Je reste debout sentant une force que je croyais perdue pour toujours. Mes fils n'auraient pas planifié de me laisser dans une remise, pendant qu'ils vendaient ça à la maison, où j'ai construit toute ma vie. Ma voix est ferme, sans le tremblement qui la caractérisait depuis la mort de mon époux. Sylvie s'approche avec les mains tendues dans un geste qui prétend être suppliant. « Belle maman, s'il vous plaît, vous devez nous comprendre. Nous voulions seulement assurer votre avenir. Une femme de votre âge ne devrait pas avoir tant de préoccupations financières. » Son ton condescendant me retourne l'estomac. « Mon avenir ?» Je l'interromps avec un rire amer. Appeler des experts à mon insu était assurer mon avenir ? Calculer la valeur de mes propriétés pendant que mon époux agonisait à l'hôpital était penser à mon bien-être ? Chaque mot sort chargé d'une indignation que je réprimais depuis des années. Julien s'approche en titubant, avec des larmes coulant sur ses joues. « Maman, je te jure que nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Tout est devenu incontrôlable. » Ses pleurs semblent sincères, mais je ne peux plus distinguer entre ses émotions réelles et ses manipulations. Devenu incontrôlable ?
Ma voix s'élève. Falsifier le testament de ton père est devenu incontrôlable? Planifier ma vie comme si j'étais un animal de compagnie âgé dont vous ne voulez plus est devenu incontrôlable? La colère que j'ai contenue pendant des décennies trouve finalement sa voie. Maître Dubois reste silencieux derrière son bureau, observant la scène avec la solennité de quelqu'un qui a assisté à de nombreuses tragédies familiales. Ses mains reposent sur les documents qui certifient mon indépendance, mon droit de décider de ma propre vie. Camille tente une tactique différente. « Regardez, belle maman, j'admets que peut-être nous n'avons pas géré les choses de la meilleure façon, mais vous devez reconnaître que la maison est trop grande pour une seule personne. Les frais d'entretien, la sécurité... » Sa voix adopte un ton raisonnable, comme si elle expliquait des mathématiques simples à une fillette. « Cette maison, dis-je lentement, savourant chaque mot, c'est là où j'ai vécu 45 ans de mariage, où j'ai cuisiné des milliers de repas pour cette famille, où j'ai soigné mon époux durant ces derniers mois, où chaque recoin a 45 années de souvenirs. » Ma voix devient plus forte avec chaque phrase, et vous la voyez comme un simple chiffre sur une calculatrice. Antoine se lève brusquement, sa frustration explosant finalement. « D'accord. Oui, nous voulions vendre la maison. Mais c'était parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons des dettes, maman. Nous avons des responsabilités. » Son masque de fils préoccupé s'effondre finalement, révélant la vérité nue. Voilà. Je le savais en sentant comme la dernière pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement. Ce n'était pas pour mon bien, c'était pour leur dette. La clarté est douloureuse, mais libératrice. Sylvie lance un regard assassin à son époux pour sa confession involontaire. « Antoine, tais-toi !» siffle-t-elle entre ses dents. Mais le mal est fait. La vérité est sortie comme de l'eau à travers un barrage brisé. Julien tente de réparer le désastre que vient de créer son frère. « Maman, oui, nous avons quelques difficultés économiques. Mais cela ne signifie pas que nous ne t'aimons pas. Nous pensions pouvoir résoudre nos problèmes et assurer ton avenir en même temps. » Son explication sonne creuse, même pour lui-même. « Résoudre vos problèmes avec mon argent ?» Ma voix coupe l'air comme une épée. « Assurer mon avenir en m'enfermant dans une remise ?» L'indignation me donne une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Maître Dubois intervient finalement. « Messieurs, je crois qu'il serait approprié que vous permettiez à Madame Marie de traiter toute cette information tranquillement. Ces documents exigent du temps pour être révisés adéquatement. »« Non !» crie Camille. « Nous n'allons pas partir tant que ceci ne sera pas résolu. Nous avons des droits. Nous sommes de la famille. » Sa composure s'est complètement désintégrée, montrant la femme désespérée qu'elle a toujours cachée derrière de faux sourires. « Famille. » Je répète le mot lentement. Savez-vous ce que fait la vraie famille? Elle protège ses membres les plus vulnérables, respecte ses aînés, ne les voit pas comme des obstacles à éliminer. Chaque mot est un marteau frappant le clou de la vérité. Antoine tente une dernière approche. « Maman, oublions tout cela. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons chercher une solution qui fonctionne pour tous. Il n'est pas nécessaire que ce soit tout ou rien. » Sa voix adopte le ton manipulateur qu'il utilisait quand il était enfant et voulait obtenir ce qu'il voulait. Tout ou rien. Je le regarde fixement. Vous êtes ceux qui avez transformé cela en tout ou rien quand vous avez décidé de falsifier le testament de votre père, quand vous avez planifié ma vie sans me consulter, quand vous m'avez traité comme un meuble ancien qu'il fallait déplacer au sous-sol. Maître Dubois se lève de son siège. « Madame Marie, si vous me permettez une suggestion, je crois que vous avez besoin de temps pour traiter toute cette information. Vos fils peuvent vous contacter quand vous vous sentirez prête à parler avec eux, si jamais vous vous sentez prête. »« C'est de l'influence indue !» crie Sylvie en pointant le notaire. Il manipule une vieille vulnérable contre sa propre famille. Son accusation est si absurde qu'elle me fait presque rire. Vieille vulnérable? Je me redresse jusqu'à atteindre toute ma taille. Il y a 1 heure, vous pensiez que j'étais suffisamment vulnérable pour m'escroquer. Maintenant que vous découvrez que votre plan a échoué, soudainement je suis suffisamment compétente pour être manipulée. Vous ne pouvez pas m'avoir des 2 façons.
Julien s'approche une fois de plus, ses yeux rouges d'avoir pleuré. « Maman, s'il te plaît, je suis ton fils cadet, ton chouchou. Vas-tu vraiment détruire notre relation pour de l'argent ?» Sa dernière tentative de manipulation émotionnelle est si transparente qu'elle me fait mal physiquement. Je ne détruis rien, Julien. Vous l'avez déjà détruit quand vous avez décidé que mon amour inconditionnel était quelque chose que vous pouviez exploiter pour votre bénéfice économique. Les paroles sortent de ma bouche, avec une clarté qui me surprend moi-même. Camille sort son téléphone et commence à composer. Je vais appeler mon frère, l'avocat. Ceci ne peut pas être légal. Une femme de son âge ne peut pas prendre des décisions si importantes sans supervision familiale. Sa menace sonne désespérée. Appelez qui vous voulez. Je réponds avec un calme que je ne savais pas posséder. Appelez tous les avocats que vous connaissez. Les documents sont en ordre, les enregistrements sont légaux, et mon esprit est parfaitement clair. Je regarde Maître Dubois, qui acquiesce, confirmant mes paroles. Antoine fait une dernière tentative désespérée. « Maman, si tu nous donnes une chance, nous pouvons démontrer que tu nous importes vraiment. Donne-moi 6 mois, et je vais te prouver que je peux être le fils que tu mérites. » Sa promesse sonne creuse, après tout ce que j'ai entendu. « Antoine, dis-je son nom avec une tristesse profonde. Tu as eu 39 ans pour être le fils que je méritais. Tu n'as pas besoin de 6 mois de plus. Tu as besoin de te regarder dans le miroir et te demander comment tu es arrivé au point de planifier de voler ta propre mère. Le silence qui suit est dévastateur. Mes 4 descendants me regardent avec un mélange de choc, terreur et quelque chose que je n'avais jamais pensé voir dans leurs yeux. Un respect forcé par les circonstances. Maître Dubois rompt le silence. « Madame Marie, souhaitez-vous que je procède aux démarches pour transférer officiellement toutes les propriétés à votre nom exclusif ? Nous pouvons également discuter de mesures de protection supplémentaires, si vous le jugez nécessaire. » Oui, je réponds sans hésiter. Et je veux aussi changer toutes les serrures de ma maison, aujourd'hui même. Ma décision est ferme, définitive. Sylvie pousse un gémissement de frustration. « C'est injuste. Nous avons travaillé pendant des années à gagner votre confiance. » Sa confession involontaire révèle que même leur affection feinte était un investissement à long terme. « Exactement, je confirme. Vous avez travaillé pendant des années à gagner ma confiance pour pouvoir la trahir au moment parfait. Cela vous rend encore pire que ce que je pensais. » Julien s'effondre complètement, en sanglotant de manière incontrôlée. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas sans rien. J'ai des dettes énormes. Camille va me quitter. Je vais tout perdre. Sa désespération est authentique. Mais ce n'est plus ma responsabilité de le sauver des conséquences de ses actes. »« Julien, dis-je d'une voix douce mais ferme, ces dettes sont les tiennes, pas les miennes. Cette épouse est la tienne, pas la mienne. Ces décisions qui t'ont mené ici étaient les tiennes, pas les miennes. Et les conséquences sont aussi les tiennes, pas les miennes. » La porte du cabinet s'ouvre soudainement, et entre Pierre, mon voisin de 65 ans qui habite la maison d'à côté depuis 15 ans. Sa présence inattendue fait que nous nous tournons tous vers lui, avec surprise. « Marie, pardon d'interrompre, mais j'ai vu les voitures dehors, et je me suis inquiété, » dit-il en observant les visages décomposés de mes fils. « Est-ce que tout va bien ?» Sa voix porte cette chaleur genuine que j'avais oublié qu'elle existait. Maître Dubois s'avance pour expliquer. « Monsieur Pierre, nous étions en pleine lecture du testament. Il y a eu quelques complications. Sa diplomatie professionnelle ne cache pas la tension dans l'atmosphère. » Pierre me regarde directement, ignorant complètement mes fils. « Marie, depuis la mort de votre époux, je vous ai vue très seule. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de n'importe quelle aide, vous n'avez qu'à frapper à ma porte. » Son offre simple et sincère contraste brutalement avec l'avidité dont je viens d'être témoin. « Et vous êtes qui exactement ?» demande Sylvie avec dédain, comme si Pierre était un intrus dans les affaires familiales. Son arrogance n'a pas de limite, même après avoir été exposé. « Je suis Pierre Moreau, voisin et ami de Marie depuis des années.
répond-il avec dignité. Et vous devez être l'une des belles filles qui ne viennent jamais lui rendre visite. Son observation directe fait rougir Sylvie de honte. C'est vrai, en 15 ans de mariage, Sylvie était venue chez moi peut-être 10 fois, et toujours par obligation lors de dates spéciales. Pierre, en revanche, avait été là quand mon époux était malade, apportant de la nourriture, aidant avec les courses, simplement en étant présent. Pierre, dis-je, sentant ma voix se renforcer avec sa présence. Mes fils viennent d'essayer de me voler mon héritage avec un testament falsifié. Ils prévoyaient là de vendre ma maison et de m'envoyer vivre dans la remise du fonds. Les mots sortent avec une clarté qui me surprend. Son visage se durcit immédiatement. « Ce sont vos fils ?» Sa voix porte une incrédulité genuine. « Les mêmes qui n'apparaissaient jamais quand votre époux était malade ? Les mêmes qui ne demandaient jamais comment vous alliez après les funérailles ?» Antoine se redresse défensivement. Nous avions nos propres responsabilités. Nous ne pouvions pas être ici tout le temps comme... Il s'arrête, mais le mal est fait. Son mépris envers Pierre est évident. « Comme quoi ?» demande Pierre avec un calme dangereux. « Comme un voisin qui se préoccupe genuinement. Comme quelqu'un qui aide sans rien attendre en retour. » Son contraste avec mes fils est devastatingly obvious. Julien tente une nouvelle tactique. « Monsieur, vous ne comprenez pas la situation complète. C'est une affaire familiale très compliquée. Sa condescendance envers Pierre m'indigne profondément. Je comprends parfaitement, » répond Pierre sans se laisser intimider. « Je comprends que pendant que vous planifiez comment répartir les propriétés de votre mère, j'étais celui qui l'emmenait au supermarché. Je comprends que pendant que vous calculiez les valeurs immobilières, j'étais celui qui s'assurait qu'elle avait de la nourriture dans son réfrigérateur. Chaque parole de Pierre est comme une gifle pour mes fils. Pendant des mois, tandis qu'il conspirait contre moi, il avait été mon véritable soutien sans que je m'en rende même compte complètement. » Camille se lève agressivement. « Nous ne savons pas quelles intentions vous avez avec notre belle-mère. Vous pourriez être un autre profiteur. » Son accusation est si absurde que Pierre rit. « Profiteur ?» Pierre sort de sa poche une enveloppe froissée. « Voici tous les reçus des achats que j'ai payés à Marie ces 6 derniers mois. Elle n'a jamais voulu me rembourser quoi que ce soit. Mais j'ai gardé chaque reçu en pensant les lui donner un jour. » Il place l'enveloppe sur le bureau de Maître Dubois. La générosité silencieuse de Pierre durant mon deuil me frappe comme une révélation. Tandis que mes propres fils calculaient comment me déposséder, il avait pris soin de moi, sans que je le remarque même complètement. Maître Dubois examine les reçus. « Effectivement, il y a ici des achats pour plus de 1500 € au supermarché, pharmacie, frais médicaux. » Sa voix porte une admiration genuine pour Pierre, qui contraste brutalement avec le dégoût qu'il ressent pour mes fils. « Pourquoi ?» je demande à Pierre, genuinement ému. « Pourquoi avez-vous fait tout cela sans me rien dire ?» Ma voix se brise avec l'émotion de découvrir de la vraie bonté après tant de trahison. « Parce que c'est comme ça qu'on fait, Marie. C'est comme ça qu'on s'occupe des voisins, des amis, des gens qu'on apprécie. » Sa réponse simple contient plus d'humanité que tout ce que j'ai entendu de mes fils en années. Antoine explose finalement. C'est ridicule. Nous sommes ses fils. Nous avons plus de droits qu'un étranger. Sa désespération le fait paraître pathétique, comparé à la dignité silencieuse de Pierre. Les droits ne s'héritent pas, dit Pierre en le regardant directement. Ils se gagnent avec des actions, et vous n'avez rien fait pour gagner le respect de votre mère. Au contraire, son jugement moral est écrasant. Julien s'approche de Pierre avec une attitude menaçante. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. Vous ne connaissez pas toute l'histoire de cette famille. Sa tentative d'intimidation est pathétique. Pierre ne recule pas d'1 centimètre. J'en sais assez. Je sais que votre mère a passé des nuits entières à pleurer après vos visites. Je sais qu'à chaque fois qu'elle parlait au téléphone avec vous, elle finissait plus triste qu'avant. Je sais que vous ne demandiez jamais comment elle allait, seulement quand vous aviez besoin de quelque chose. Ces paroles me transpercent parce qu'elles sont absolument vraies. Chaque interaction avec mes fils ces dernières années,
C'était terminé par une sensation de vide, d'être utilisée, de ne pas être vraiment vue ou valorisée. Sylvie tente de reprendre le contrôle de la situation. Eh bien, maintenant que nous savons qu'il y a des personnes influençant les décisions de notre belle-mère, nous pouvons contester légalement la validité de tout document signé sous pression. Sa menace légale sonne désespérée. Maître Dubois intervient fermement. « Madame, Monsieur Pierre est arrivé après que tous les documents aient déjà été signés et scellés. Il n'a influencé quoi que ce soit. De plus, les enregistrements audio démontrent clairement que vos intentions frauduleuses précédaient toute intervention externe. » Pierre s'assoit dans la chaise à côté de la mienne, sans que personne ne le lui demande. Sa présence me donne une force que je ne savais pas avoir besoin. « Marie, vous n'avez pas à supporter cela seule. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner changer les serrures, parler à des avocats ou simplement quelqu'un qui vous écoute, je suis là. » Son offre désintéressée m'émeut aux larmes. Mais ce sont des larmes de soulagement, pas de douleur. Après des mois à me sentir complètement seule au monde, je découvre que j'avais un allié réel qui n'a jamais rien demandé en retour. Camille ne peut contenir sa frustration. C'est de la manipulation émotionnelle. Il profite d'une veuve vulnérable pour récupérer son argent. Son accusation est la projection parfaite de ses propres intentions. Pierre rit genuinement. « Madame, j'ai ma propre maison payée, ma retraite et mes propres économies. Je n'ai pas besoin de l'argent de Marie. Je l'aide parce qu'on aide les amis, concept que vous ne comprenez visiblement pas. » Antoine fait une dernière tentative désespérée. « Maman, cet homme te remplit la tête d'idées. Nous sommes ta famille de sang. Lui n'est qu'un étranger qui est apparu quand tu étais vulnérable. Sa manipulation n'a plus d'effet sur moi. »« Antoine, » dis-je en me levant à nouveau, « Pierre m'a montré plus d'amour familial en 6 mois que vous en années. Le sang fait de vous mes fils, mais les actions ont fait de vous des étrangers. Ma déclaration est définitive. » Julien tombe à genoux devant ma chaise. « Maman, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je peux changer. Je peux être meilleure. Ne m'abandonne pas comme ça. » Son drame théâtral ne m'émeut plus comme avant. « Julien, lève-toi du sol, » dis-je fermement. « Tu as 35 ans. Et je ne t'abandonne pas. Je te laisse être responsable de tes propres décisions pour la première fois de ta vie. » Ma clarté mentale est cristalline. Pierre me regarde avec quelque chose qui ressemble à de l'admiration. « Marie, vous êtes plus forte qu'il ne le pensait. Votre époux avait raison de faire confiance à votre capacité de gérer cette situation. Son soutien me donne la dernière poussée de confiance dont j'avais besoin. » Maître Dubois se lève et commence à organiser les documents. « Madame Marie, si vous êtes prête, nous pouvons procéder à signer les documents de transfert final. Je peux aussi vous recommander quelques services de serrurerie fiables pour changer vos serrures aujourd'hui même. Je suis prête, je confirme sans hésiter. Et Pierre, si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous m'accompagner? Je me sentirais plus en sécurité avec quelqu'un de confiance présent. Ma demande est naturelle, comme si nous avions été amis proches pendant des années. Bien sûr, Marie, ce sera un honneur de vous accompagner, répond Pierre avec ce sourire genuin qui me rappelle qu'il existe encore de la bonté dans le monde. 3 heures plus tard, je suis debout, à l'entrée de ma maison, tenant les nouvelles clés, tandis que le serrurier range ses outils. Pierre attend patiemment à mes côtés, ayant insisté pour m'accompagner durant tout le processus, sans poser une seule question indiscrète sur l'argent ou les propriétés. « Vous vous sentez plus en sécurité maintenant ?» demande le serrurier, un homme âgé qui a travaillé avec une efficacité silencieuse. « Ces serrures sont de haute sécurité. Personne ne pourra entrer sans votre permission. Beaucoup plus en sécurité. »« Merci, » je réponds, en sentant le poids symbolique des clés dans ma main. Pour la première fois depuis des mois, ma maison est vraiment mienne, protégée de ceux qui croyaient pouvoir en disposer à leur guise. Pierre observe le serrurier s'éloigner dans sa camionnette. « Marie, cela vous dérangerait-il que je vous prépare une tasse de thé? Cela a été une journée très intense pour vous. » Sa considération me touche profondément. « J'adorerais, Pierre. Entrez, s'il vous plaît. »
J'ouvre ma porte avec ma nouvelle clé, sentant un étrange mélange de libération et de mélancolie. Cette maison que j'ai défendue si férocement est pleine de souvenirs, beaux et douloureux à la fois. Tandis que Pierre se déplace avec une familiarité surprenante dans ma cuisine, préparant le thé comme s'il l'avait fait des centaines de fois, je réalise à quel point mon voisin avait remarqué sans que je m'en aperçoive. Il sait où sont les tasses, connaît mes préférences, se déplace avec respect, mais sans timidité. « Pierre, dis-je tandis que nous nous asseyons à la table de la cuisine, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit tout ce que vous faisiez pour moi? Les reçus, les achats, être attentif. Ma curiosité est genuine. » Il sourit avec cette chaleur qui m'est devenue si familière. Parce que c'est comme ça qu'on fait, Marie. Quand on aide en attendant de la reconnaissance, ça cesse d'être de l'aide et ça devient un investissement. Je ne voulais rien de vous, juste que vous alliez bien. Ces paroles contrastent brutalement avec les actions de mes fils, qui avaient transformé chaque geste d'affection filiale en stratégie à long terme pour accéder à mon patrimoine. La différence est si frappante que ça me fait mal d'avoir été si aveugle. Le téléphone sonne, interrompant mes réflexions. Antoine, bien sûr. Pierre me regarde interrogativement, mais ne dit rien, me laissant décider si je réponds ou non. « Maman, s'il te plaît, nous devons parler », dit la voix d'Antoine depuis le haut-parleur. Son ton n'est plus exigeant, mais suppliant. Nous avons fait des erreurs. Oui, mais nous pouvons arranger cela. Nous sommes une famille. Pierre ne dit pas un mot, mais je peux voir dans ses yeux un mélange de dégoût et de protection. Sa présence silencieuse me donne la force de répondre avec clarté. « Antoine, la famille ne falsifie pas de testament. La famille ne prévoit pas de laisser sa mère dans une remise. La famille ne calcule pas la valeur des propriétés pendant que son père agonise à l'hôpital. » Ma voix est ferme, sans trace du tremblement qui la caractérisait ce matin. « Mais nous pouvons changer, » insiste Antoine. « Donne-moi une chance de te prouver que je peux être différent. 6 mois, maman. Juste 6 mois pour te prouver que je mérite ton pardon. » Pierre me pose une main douce sur l'épaule. Non pour m'influencer, mais pour me rappeler que je ne suis pas seule. Son geste simple me donne une perspective que je n'avais pas avant. « Antoine, » dis-je après une longue pause, « pendant 38 ans, tu as eu des occasions d'être le fils que je méritais. Tu n'as pas besoin de 6 mois de plus. Tu as besoin de te regarder dans le miroir et te demander comment tu es arrivé au point de trahir ta propre mère pour de l'argent. Ce n'était pas pour l'argent, crie-t-il. Mais sa négation sonne creuse. C'était parce que nous nous inquiétions pour toi, parce que nous voulions te protéger. Te protéger de quoi, Antoine? De ma propre maison, de mes propres décisions, de ma propre dignité? Chaque question est une estocade précise. Ou me protéger de la possibilité que je dépense mon argent pour mon bien-être au lieu de résoudre vos dettes. Le silence de l'autre côté de la ligne est dévastateur. Pierre acquiesce presque imperceptiblement, comme approuvant ma fermeté. « Maman, j'ai des dettes énormes. Si je n'obtiens pas d'argent bientôt, je vais perdre mon commerce, ma maison. » La confession d'Antoine arrive finalement nue et désespérée. « Ce sont tes dettes, Antoine, pas les miennes. Ce sont les conséquences de tes décisions, pas des miennes. Et la solution n'était pas de me voler, mais de prendre la responsabilité de tes actes. » Pierre me sert plus de thé. Sa présence rassurante me permet de maintenir le calme dont j'ai besoin pour cette conversation. Sans lui, je serais probablement en train de pleurer et de céder à la manipulation émotionnelle de mon fils. Julien est aussi désespéré, maman. Camille va le quitter s'il ne résout pas ses problèmes financiers. Vas-tu vraiment détruire tes 2 fils par orgueil? La culpabilité qu'Antoine essaie de m'imposer est si évidente qu'elle me fait presque rire. Je ne détruis personne, Antoine. Vous vous êtes déjà détruit seul quand vous avez décidé qu'il était acceptable de me trahir. Ma voix ne vacille pas. Et si Camille quitte Julien à cause de problèmes d'argent, alors Julien s'en sort mieux sans elle. Pierre sourit légèrement à ma réponse, et pour la première fois en heure, je sens que quelqu'un est genuinement fier de moi. Cette sensation avait été absente de ma vie pendant si longtemps que j'avais presque oublié qu'elle existait. « Que vas-tu faire alors, maman »
Vivre seul dans cette énorme maison jusqu'à ta mort? Laisser tout ton argent à des étrangers? Le dépit d'Antoine sort finalement à la surface. Je vais vivre ma vie comme je décide de la vivre. Je réponds avec une force que je ne savais pas posséder. Et si cela signifie vivre seul, alors je vivrai seul. Si cela signifie que mon argent va à des personnes qui m'apprécient vraiment, alors qu'il en soit ainsi. Pierre me regarde avec quelque chose qui ressemble à de l'admiration genuine. Son respect silencieux me donne plus de validation que des années de manipulation émotionnelle de mes fils. Maman, s'il te plaît, reconsidère. Tu ne peux pas prendre des décisions si drastiques quand tu es émotionnel. La dernière tentative d'Antoine pour discréditer ma capacité mentale est la goutte qui fait déborder le vase. Antoine, dis-je avec un calme qui me surprend. Mon esprit n'a jamais été aussi clair. Pendant des mois, j'ai pensé que je perdais la raison, que j'étais paranoïaque en sentant que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je sais que mon instinct était correct. Vous étiez en train de comploter quelque chose. Le téléphone reste silencieux pendant plusieurs secondes. Je peux imaginer Antoine cherchant désespérément un argument qu'il n'a pas encore utilisé. Et ce voisin, que gagne-t-il à t'aider? Demande-t-il finalement, avec du venin dans la voix. Crois-tu qu'il fait tout cela par bonté? Tout le monde veut quelque chose, maman. Au moins nous sommes honnêtes sur nos besoins. Pierre lève un sourcil face à l'accusation, mais ne dit rien. Son silence digne contraste brutalement avec les accusations désespérées de mon fils. Honnête. Mon rire est amer. Falsifier un testament, c'est être honnête? Planifier mon avenir dans mon dos, c'est être honnête? Calculer la valeur de mes propriétés pendant que je pleurais la mort de ton père, c'est être honnête? D'accord. Oui, nous avons besoin d'argent, et nous pensions qu'il valait mieux le prendre, avant qu'un escroc profite de toi. Sa confession finale arrive chargée de ressentiment et de désespération. Antoine, dis-je avec une tristesse profonde, les seuls escrocs qui ont essayé de profiter de moi étaient mes propres fils. Et Pierre a démontré, en 6 mois, plus d'intégrité que vous, en décennies. Pierre me touche doucement la main, non en geste romantique, mais en solidarité humaine. Son soutien silencieux me donne la force finale dont j'ai besoin. Antoine, ne rappelle pas jusqu'à ce que tu puisses t'excuser genuinement, non pour avoir été pris, mais pour avoir prévu de me trahir. Et quand tu le feras, ce devra être parce que tu regrettes vraiment, pas parce que tu as besoin d'argent. Mon ultimatum est clair et définitif. Maman, s'il te plaît. Sa voix se brise, mais elle ne m'émeut plus comme avant. Ce sont des larmes de frustration, pas de repentir genuine. Au revoir, Antoine. Je raccroche avec une sensation de libération que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Pierre acquiesce approbativement. « Marie, dit-il après quelques minutes de silence, vous avez fait ce qui était juste. C'était difficile, mais c'était juste. Sa validation signifie plus pour moi que n'importe quelle parole d'affection que j'aurais reçue de mes fils en années. 2 semaines plus tard, je suis en train d'arroser mes plantes dans le jardin de devant quand je vois une voiture connue se garer devant chez moi. Mon cœur s'accélère en reconnaissant le véhicule de Julien. Mais cette fois, je ne sens pas la panique d'avant. Les nouvelles serrures et ma nouvelle perspective me donnent une sécurité que je n'avais pas avant. Julien descend de la voiture seul, sans Camille, et marche lentement vers ma porte. Son apparence a drastiquement changé en ces 2 semaines. Il semble amaigri, avec des cernes profondes et les vêtements froissés. Il paraît avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Maman ?» dit-il quand j'arrive à la porte, en maintenant une distance respectueuse. « Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. » Sa voix n'a plus l'arrogance d'avant, seulement une humilité brisée que je n'avais jamais entendue chez lui. Pierre apparaît depuis son jardin où il taillait des rosiers. Il ne dit rien, mais sa présence protectrice est évidente. Il acquiesce vers moi, laissant clair qu'il est disponible, si j'en ai besoin. « 5 minutes, Julien. Ici dehors, » dis-je en gardant la porte fermée entre nous. « Dis-moi ce que tu as à dire. » Ma fermeté me surprend même moi. Julien respire profondément,
comme se préparant à quelque chose de douloureux. « Maman, Camille m'a quittée. » Ces paroles sortent comme une confession forcée. Elle est partie la semaine dernière quand elle s'est rendue compte que nous n'allions pas obtenir d'argent de toi. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un d'assez pathétique pour échouer même à voler sa propre mère. La cruauté de Camille ne me surprend pas, mais voir la douleur genuine dans les yeux de mon fils m'affecte. Cependant, ma compassion ne trouble plus mon jugement comme avant. Je suis désolée, Julien, mais peut-être que c'est mieux que tu saches maintenant quel genre de personne elle était vraiment. Ma réponse est honnête, mais pas condescendante. Une femme qui te quitte pour ne pas pouvoir voler avec succès ne t'a jamais vraiment aimé. Il acquiesce lentement, les larmes commençant à couler sur ses joues. Tu as raison. Et le pire, c'est que je savais qu'elle était comme ça. Mais je pensais que si nous obtenions l'argent, tout serait différent, qu'elle m'aimerait plus si j'avais plus de succès. Pierre continue à travailler dans son jardin, mais je peux voir qu'il écoute attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Sa présence silencieuse me donne une force que je n'avais pas avant. « Julien », dis-je d'une voix plus douce, mais encore ferme. L'argent ne peut pas acheter l'amour genuine. Si quelqu'un ne t'aime que pour ce que tu peux lui donner financièrement, ce n'est pas de l'amour. Mon observation est évidente, mais il semble l'entendre pour la première fois. Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci. Julien s'assoit sur les marches de mon entrée, maintenant une distance respectueuse. Je crois que je ne t'ai jamais vraiment connue comme personne. Je te voyais seulement comme ma maman, qui serait toujours là, peu importe ce que je fasse. Sa réflexion montre une maturité qu'il n'avait jamais démontrée auparavant. Mais je ressens encore de la prudence. J'ai entendu beaucoup de promesses vides dans ma vie. Et qu'as-tu découvert ? Je demande, genuinement curieuse d'entendre sa réponse. Que tu es beaucoup plus forte que je ne le pensais, que pendant toutes ces années, tandis que je te traitais comme si tu étais fragile et incapable, tu gérais la maison, les finances, soignais papa, tout. Sa voix se brise avec la réalisation. Et je ne t'ai jamais donné le crédit pour rien de tout cela. Pierre lève les yeux depuis son jardin et je peux voir un soupçon d'approbation dans son expression. Même lui reconnaît que ses paroles sonnent différemment des manipulations antérieures. Julien, j'apprécie que tu reconnaisses cela, mais reconnaître une erreur ne l'efface pas automatiquement. Ma réponse est prudente. Que vas-tu faire différemment maintenant ? J'ai fermé l'entreprise qui m'endettait, dit-il d'une voix brisée. C'était une société que je n'ai jamais vraiment comprise. Je la maintenais seulement pour impressionner Camille. Je suis retourné travailler comme mécanicien, comme je le faisais, avant de me marier. Le travail honnête que papa m'a enseigné, mais que j'avais abandonné parce que je pensais que ce n'était pas suffisant. Cette confession me surprend genuinement. Julien avait toujours méprisé le travail manuel, le considérant inférieur. Le voir retourner à ses racines montre une humilité qu'il n'avait jamais démontrée. Et les dettes ? Je demande. Parce que j'ai besoin de savoir si cette conversation est une autre stratégie pour obtenir de l'argent. Je les paie peu à peu, avec mon nouveau salaire. Ça va prendre des années. Mais c'est ma responsabilité. Julien me regarde directement dans les yeux. Je ne suis pas venue ici pour te demander de l'argent, maman. Je suis venue pour te demander pardon. Pierre laisse ses outils et s'approche lentement, évaluant clairement la sincérité de mon fils. Son jugement est devenu important pour moi, parce qu'il a démontré avoir une intégrité que mes propres fils n'ont pas montrée. Pardon, pourquoi spécifiquement, Julien ? Ma question est délibérée. J'ai besoin d'entendre qu'il comprend exactement ce qu'il a fait de mal. Pardon pour avoir essayé de te voler. Pardon pour avoir planifié ton avenir sans te consulter. Pardon pour t'avoir traité comme si tu étais un obstacle, au lieu d'une personne avec des droits et des sentiments. Chaque mot sort avec une douleur genuine. Pardon d'avoir été si égoïste que j'ai presque détruit la relation la plus importante de ma vie pour de l'argent. Ces excuses sonnent différemment cette fois. Il n'y a pas de négociation implicite, pas de demande cachée, juste la reconnaissance du mal causé. Et pardon de ne pas avoir valorisé tout ce que tu as fait pour moi durant toute ma vie, de prendre ton amour comme quelque chose de garanti,
pendant que je prévoyais de te trahir. Julien sanglote ouvertement maintenant. Pardon d'être le pire type de fils qu'on puisse être. Pierre s'approche complètement et se place à côté de moi. Non de manière menaçante, mais protectrice. « Et votre frère ?» demande-t-il directement. Il s'est aussi rendu compte de ses erreurs? Julien secoue la tête tristement. Antoine est furieux contre moi d'être venu ici. Il dit que je trahis notre plan, de faire pression sur maman jusqu'à ce qu'elle cède. Il croit que si nous insistons suffisamment, elle finira par diviser l'héritage par épuisement. La révélation qu'Antoine continue à conspirer me fait mal. Mais ne me surprend pas. Mon fils aîné a toujours été le plus têtu et manipulateur des deux. Et Sylvie ? Je demande, bien que je craigne la réponse. Elle est pire qu'Antoine. Elle a appelé des avocats, essayant de trouver un moyen de contester le testament. Elle dit que tu finiras par donner tout ton argent à des étrangers comme Pierre et que cela prouve que tu n'es pas mentalement compétente. Julien semble honteux de rapporter les actions de sa belle-sœur. Pierre se tend visiblement face à l'accusation, mais ne dit rien. Sa dignité silencieuse contraste parfaitement avec les machinations désespérées de ma belle-fille. « Julien !» dis-je après avoir traité toute cette information. « J'apprécie que tu sois venu t'excuser et j'apprécie que tu aies pris la responsabilité de tes actions. Mais j'ai besoin de temps pour traiter tout cela. Je le comprends complètement, maman. Je n'espère pas que tu me pardonnes immédiatement. Je voulais seulement que tu saches que je réalise ce que j'ai fait et que je le regrette profondément. » Julien se lève lentement. « Puis-je te demander une chose ? » ?»« Quoi ? Crois-tu qu'un jour tu pourrais me pardonner ? Pas pour me donner de l'argent ou des propriétés, mais juste pour peut-être prendre un café ensemble un jour et parler comme mère et fils. » Sa question est genuinement vulnérable. Je regarde Pierre, qui acquiesce presque imperceptiblement. Il ne me dit pas quoi faire. Il me soutient seulement dans la décision que je prends. Julien, le pardon n'est pas quelque chose qu'on accorde d'un coup. Il se gagne jour après jour avec des actions cohérentes. Ma réponse est honnête. Si tu as vraiment changé, le temps le démontrera. Et si le temps le démontre, alors oui, peut-être que nous pourrons prendre ce café. Un sourire timide apparaît sur son visage pour la première fois depuis qu'il est arrivé. C'est plus que ce que je mérite. Maman, je te promets que je vais être l'homme que tu as élevé, pas celui que je suis devenu par pression et avidité. Je t'observerai, Julien, mais de loin. Si tu veux vraiment une relation avec moi à nouveau, ce sera selon mes termes, à mon rythme. Ma condition est ferme, mais pas impossible, compris ? Et maman ? Il s'arrête à la porte de sa voiture. Pierre semble être un homme bien. Je suis content que tu aies quelqu'un qui se soucie vraiment de toi. Sa reconnaissance est inattendue, mais genuine. Pierre acquiesce vers Julien, avec un respect prudent. Prenez bien soin de votre mère si elle décide de vous donner une autre chance, dit-il simplement. Après le départ de Julien, Pierre et moi restons dans le jardin, en silence contemplatif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui demande finalement. Je pense qu'il ressemblait à un homme différent de celui que j'ai rencontré il y a 2 semaines, répond Pierre. Mais je pense aussi que vous avez été très sage de ne vous engager à rien de spécifique. Le temps dira si son repentir est genuine ou s'il s'agit d'une autre stratégie. 6 mois plus tard, je suis debout dans ma cuisine, préparant des bûches de Noël pour la célébration, quand j'entends frapper à la porte. À travers la fenêtre, je vois Julien debout, à mon entrée, tenant une petite boîte emballée et vêtue de la salopette bleu marine de son travail de mécanicien. Ses mains sont propres, mais montrent les cicatrices du travail honnête. Pierre sort de sa maison presque immédiatement, comme s'il avait attendu ce moment. Durant ces mois, il est devenu plus qu'un voisin. Il est devenu le frère que je n'ai jamais eu, le confident dont j'ai toujours eu besoin et le protecteur silencieux que je n'ai jamais demandé, mais toujours apprécié. « Maman, » dit Julien quand j'ouvre la porte, « je sais que tu ne m'as pas invité à passer Noël avec toi, mais je voulais t'apporter ceci. » Il tend la petite boîte avec des mains qui tremblent légèrement, non de froid, mais de nerfs. Durant ces 6 mois, Julien a tenu chacune de ses promesses.
Il a travaillé constamment comme mécanicien, a payé ses dettes peu à peu, et le plus important, n'a pas demandé une seule fois de l'argent ou des faveurs. Il a démontré par des actions, non des paroles, que son repentir était genuine. « Qu'est-ce que c'est ?» je demande en prenant la boîte, qui est étonnamment légère. « C'est la bague de fiançailles de grand-mère Marguerite, ta mère. Papa me l'avait donnée il y a des années en me disant qu'un jour, je la donnerais à ma femme. » Julien évite mon regard, clairement embarrassé. Camille l'a emportée quand elle est partie, mais j'ai réussi à la récupérer la semaine dernière. J'ai pensé qu'elle devrait être avec toi. J'ouvre la boîte, et effectivement voilà la bague de ma mère. Un petit solitaire que mon père avait acheté avec le salaire de 3 mois quand ils se sont fiancés. Mes yeux se remplissent de larmes en voyant cette relique familiale que je pensais perdue pour toujours. Pierre s'approche discrètement, non pour s'immiscer, mais pour être disponible si j'en ai besoin. Sa présence constante et respectueuse durant ces mois a été l'encre qui m'a maintenue ferme dans mes décisions. « Comment l'as-tu récupérée ?» je demande, genuinement curieuse, mais aussi évaluant si cette action a impliqué un comportement questionnable. J'ai travaillé des heures supplémentaires pendant 2 mois pour réunir l'argent, et je la lui ai rachetée, explique Julien. Elle l'avait mise au mont-de-piété immédiatement après être partie. Le propriétaire du mont-de-piété me l'a vendue pour le double de ce qu'elle avait reçu. Mais ça valait la peine. Son sacrifice financier pour récupérer quelque chose qui était mien de droit me touche profondément. Durant ces mois, j'ai observé ses actions de loin, et chacune a démontré un changement genuin dans son caractère. « Et comment vont les choses à ton travail ?» je demande, parce que durant ces mois, j'ai discrètement vérifié ses paroles à travers Pierre, qui connaît la moitié du village et peut confirmer ou démentir n'importe quelle histoire. « Bien, maman. Très bien. Le patron dit qu'il n'a jamais eu un mécanicien qui arrive si tôt et parte si tard. Je travaille tous les jours supplémentaires que je peux obtenir. » Julien sourit avec une satisfaction que je n'avais jamais vue chez lui quand il avait son entreprise ratée. C'est du travail dur, mais c'est honnête, et je peux dormir en paix en sachant que je l'ai gagné. Pierre acquiesce approbativement. Durant ces mois, il m'a rapporté, sans que je le lui demande, les observations d'autres voisins sur Julien. Tous confirment qu'il travaille diligemment, vit modestement, et a cessé de dire du mal de moi en public comme il le faisait avant. Et les dettes ? Je demande parce que c'était la racine de toute sa désespération initiale. J'ai payé presque la moitié. Ça va prendre encore 2 ans. Mais chaque mois, je paie ce que j'ai promis. Et un peu plus quand je peux. Julien me montre un carnet usé où il tient un registre méticuleux de chaque paiement. Je ne me réveille plus avec de l'angoisse la nuit. C'est incroyable comme on se sent en paix quand on prend la responsabilité de ses actes. Cette nouvelle version de Julien est presque méconnaissable, comparée à l'homme désespéré qui a essayé de me voler il y a 6 mois. Le changement semble genuin, permanent, enraciné dans une compréhension réelle de ses erreurs passées. « Et Antoine ?» je demande. « Parce que mon fils aîné a été conspicuement absent de ma vie, ce qui, en réalité, a été un soulagement. » Julien soupire lourdement. « Il reste le même, maman, toujours en colère. Il te tient toujours responsable de ses problèmes financiers. Il cherche toujours des moyens légaux de te prendre l'argent. Sylvie l'a convaincu qu'éventuellement, ils vont trouver une faille dans le testament ou prouver que tu n'es pas mentalement compétente. La persistance d'Antoine dans son ressentiment ne me surprend pas, mais m'attriste. De mes 2 fils, il était celui qui avait montré le plus de promesses académiques, plus d'ambition, plus de potentiel. Cependant, il était devenu le plus amer et corrompu. Pierre intervient doucement. « Marie, y a-t-il quelque chose que je devrais vous dire sur Antoine ?» Son ton est sérieux, inquiétant. Mon cousin Joseph travaille au tribunal et il m'a dit qu'Antoine a consulté des avocats sur la possibilité de vous déclarer mentalement incompétente. La révélation me frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Une chose est d'être rancunier, une autre complètement différente est d'essayer activement de détruire la réputation mentale de ta propre mère pour obtenir de l'argent. Julien pâlit. « Maman,
Je ne savais pas qu'il était allé si loin. Je pensais qu'il parlait seulement par frustration. Son choc semble genuine, comme s'il réalisait finalement à quel point son frère était tombé bas. « Quel type d'avocat ?» je demande, ayant besoin de connaître l'ampleur de la menace que j'affronte. Pierre consulte un papier qu'il sort de sa poche. Des avocats spécialisés dans les cas d'incompétence mentale d'anciens. Apparemment, il essaie d'argumenter que votre décision de changer les serrures et couper le contact avec vos fils est une preuve de détérioration mentale. L'ironie est dévastante. Les décisions les plus intelligentes et d'autoprotection que j'ai prises en années sont utilisées comme preuve de démence par mon propre fils. « Maman, » dit Julien d'une voix brisée, « si tu as besoin que je témoigne en ta faveur, je le ferai. Je dirai à n'importe quel juge exactement ce que nous avons fait et pourquoi tu méritais de te protéger de nous. Son offre est précieuse, mais aussi douloureuse, parce qu'elle signifie témoigner contre son propre frère. » Pierre pose une main réconfortante sur mon épaule. « Marie, Joseph m'a aussi dit que ces cas sont extrêmement difficiles à gagner quand la personne en question fonctionne clairement bien. Vous gérez vos finances, maintenez votre maison, prenez des décisions rationnelles. Aucun juge compétent ne vous déclarerait incompétente. Mais le processus lui-même est humiliant, j'observe, sentant le poids de la trahison d'Antoine. Devoir prouver ma compétence mentale dans un tribunal parce que mon propre fils m'accuse de démence pour obtenir mon argent. Julien s'approche d'un pas. « Maman, je vais parler à Antoine. Je vais essayer de lui faire comprendre ce qu'il fait, à quel point c'est mal. Sa détermination est admirable, mais probablement inutile. » « Non, Julien. Antoine a pris sa décision. Tout comme tu as pris la tienne de changer, il a pris la sienne de continuer sur le mauvais chemin. Mon analyse est claire et douloureuse. Je ne peux plus sauver aucun de vous des conséquences de vos actions. Je peux seulement me protéger moi-même. » Pierre acquiesce approbativement. « Et nous allons vous aider à vous protéger. Joseph va me tenir informé de tout mouvement légal. Et je connais d'excellents avocats qui se spécialisent dans la défense des personnes âgées contre ce type d'attaque familiale. Le réseau de soutien que je n'ai jamais su que j'avais se matérialise juste quand j'en ai le plus besoin. Pierre ne s'est pas seulement transformé en ami inestimable, mais il a apporté avec lui une communauté de personnes genuinement préoccupées par mon bien-être. « Julien, » dis-je après avoir traité toute cette information, « j'apprécie que tu sois venu m'avertir, et j'apprécie profondément que tu aies récupéré la bague de ma mère. Mais tu dois comprendre que tant qu'Antoine continue à m'attaquer légalement, il va être très difficile pour moi de faire complètement confiance à n'importe lequel de mes fils. Je le comprends complètement, maman. Et je ne te demande pas de me faire confiance maintenant. Je te demande seulement de me permettre de continuer à te démontrer que j'ai changé, peu importe ce que fait Antoine. » Julien me regarde directement dans les yeux. Son comportement ne devrait pas affecter la possibilité que toi et moi ayons un jour une relation saine. Sa logique est solide, et pour la première fois depuis des mois, je ressens une petite étincelle d'espoir sur la possibilité de récupérer au moins l'un de mes fils. Non le fils que j'avais élevé originalement, mais l'homme qu'il est devenu après avoir touché le fond et décidé de changer genuinement. Pierre me regarde interrogativement, laissant clair que n'importe quelle décision que je prends aura son soutien. Sa loyauté inébranlable durant ces mois difficiles a été le cadeau le plus inattendu de toute cette expérience douloureuse. D'accord, Julien, tu peux continuer à me démontrer que tu as changé, mais lentement, à mon rythme et sans pression. Ma concession est prudente, mais genuine. Et si jamais tu ressens la tentation de t'allier avec ton frère dans ses stratagèmes, souviens-toi de ce moment et du choix que tu fais aujourd'hui. 1 an plus tard, je suis assise dans la balançoire du Porsche que Pierre a installé pour moi le mois dernier, observant Julien jouer avec les enfants de notre voisin d'en face. Sa transformation a été si complète qu'il m'est parfois difficile de croire que cet homme gentil et travailleur est le même qui a essayé de me voler il y a 18 mois. La brise de l'après-midi porte l'arôme des fleurs que Pierre et moi avons plantées ensemble dans le jardin de devant. Roses,
jasmin et gardénia qui fleurissent ma tête maintenant dans une explosion de couleurs qui fait que les passants s'arrêtent pour admirer. Ma maison, que j'avais un jour craint de perdre, est devenue le sanctuaire de paix qu'elle a toujours mérité d'être. Marie m'appelle Pierre depuis son jardin, où il arrose ses tomates. Voulez-vous que je prépare de la limonade pour tous? Julien semble épuisé après avoir couru après ses enfants. Son sourire est le même qu'il m'a offert chaque jour durant ces 18 derniers mois. Genuine, chaleureux, sans attente cachée. Nous avons développé une amitié que je n'avais jamais espéré avoir à 70 ans. Une compagnie qui n'est pas basée sur l'obligation familiale, mais sur l'appréciation mutuelle, genuine. Julien s'approche du porche en sueur, mais souriant. « Maman, ces enfants ont plus d'énergie qu'un moteur 8 cylindres, » dit-il en s'essuyant le front avec une serviette que je garde sur le porche spécifiquement pour ces occasions. Mais il me rappelle pourquoi le travail physique honnête est si satisfaisant. Durant cette année, j'ai observé comment Julien a trouvé la joie dans les choses simples, dans un travail bien fait, dans l'amitié de ses collègues mécaniciens, dans ses moments de jeu innocents avec les enfants du quartier. C'est comme s'il avait redécouvert qui il était vraiment sous toutes les couches d'ambition toxique et de pression sociale. Comment vont les choses à l'atelier? Je demande parce que je m'intéresse genuinement à son progrès. Je ne pose plus de questions par obligation maternelle, mais parce que je suis arrivée à respecter l'homme qu'il est devenu. Incroyablement bien. Don Carlos m'a offert un partenariat dans l'entreprise le mois prochain. Julien s'assoit sur les marches maintenant la distance respectueuse que nous avons établie, mais se détendant dans une familiarité gagnée avec le temps. Il dit qu'il n'a jamais eu un employé si dévoué et honnête. Pierre s'approche avec un pichet de limonade et des verres. Sa présence si naturelle dans nos interactions qu'il est difficile de se rappeler comment était la vie avant qu'il ne devienne partie de notre routine. Partenariat? C'est une grande reconnaissance, Julien. Félicitations. Merci, Monsieur Pierre. Et je voulais vous demander quelque chose à tous les deux. Julien prend un verre de limonade, mais ne boit pas immédiatement comme s'il rassemblait son courage. Samedi, c'est l'anniversaire de la mort de papa. Je voulais savoir si vous trouveriez approprié que nous y allions ensemble au cimetière. La question me prend par surprise, non parce qu'elle est inappropriée, mais parce qu'elle montre une considération et un respect pour mes sentiments que le Julien antérieur n'aurait jamais montré. Il a appris à demander au lieu d'assumer, à inclure au lieu de décider unilatéralement. J'aimerais beaucoup, Julien. Ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. Ma réponse sort du cœur parce que c'est absolument vrai. L'époux qui m'a protégée même après la mort aurait approuvé cette version rachetée de son fils cadet. Pierre acquiesce approbativement. Ce sera un honneur de vous accompagner si vous le souhaitez. Votre époux était un homme bien qui mérite d'être commémoré appropriément. Son offre est typiquement considérée, ne s'imposant pas ni se tenant à distance. Julien sourit avec un mélange de soulagement et de gratitude. J'aimerais beaucoup que vous veniez tous les deux. Papa aurait voulu connaître Monsieur Pierre. Il aurait apprécié comme il a pris soin de maman quand nous... Il s'arrête, luttant encore avec la honte de ses actions passées. Le passé, c'est le passé, Julien. Ce qui importe, c'est qui tu es maintenant et qui tu choisis d'être demain. Ma philosophie s'est simplifiée durant cette année de guérison. Je ne perds plus d'énergie à revivre des blessures qui ont cicatrisé, mais je me concentre sur nourrir les relations qui se sont avérées genuines. Le téléphone sonne depuis l'intérieur de la maison, interrompant notre moment de paix. Pierre s'offre à répondre comme il le fait habituellement, mais je l'arrête. C'est bon, j'y vais. Vous continuez à discuter. C'est Maître Dubois, le notaire, avec des nouvelles que j'attendais, mais qui me rendent encore nerveuse. Marie, le juge a complètement rejeté la pétition d'Antoine. Il a dit qu'elle était frivole et que vous êtes clairement en pleine possession de vos facultés mentales. En fait, il a imposé une amende à Antoine pour abus du système judiciaire. La victoire légale se sent aigre-douce. D'un côté, c'est une validation complète de ma compétence mentale,
et de mes décisions. De l'autre, cela signifie que mon fils aîné a officiellement perdu sa dernière chance de réconciliation, ayant choisi le chemin légal le plus destructeur possible. Et comment a-t-il réagi ? Je demande, bien que je ne sois pas sûre de vouloir connaître la réponse. Selon mon contact au tribunal, il est sorti furieux du tribunal, jurant qu'il trouverait un autre moyen d'obtenir ce qui lui revient. Maître Dubois soupire audiblement. « Marie, je crains qu'Antoine n'accepte jamais votre décision de protéger votre patrimoine. Certains fils ne peuvent simplement pas voir leurs parents comme des êtres humains, avec des droits. » Je raccroche avec un mélange de soulagement et de tristesse définitive. Antoine a eu de multiples occasions de changer de cap, de suivre l'exemple de son frère, de choisir la réconciliation sur la guerre légale. Il a choisi constamment le chemin le plus destructeur. Quand je retourne sur le porche, Pierre et Julien discutent de mécanique, une conversation qui coule naturellement entre deux hommes qui ont trouvé un respect mutuel. Il est beau de voir comment Julien a appris à se rapporter aux personnes comme individus précieux au lieu de ressources potentielles. « Tout va bien ?» demande Pierre en remarquant mon expression pensive. Le juge a complètement rejeté la pétition d'Antoine. « Officiellement, je suis complètement compétente mentalement et mes décisions sont valides. Je partage les nouvelles sans drame, comme un simple fait qui devait être résolu. » Julien se tend immédiatement. Comment Antoine a-t-il réagi ? Sa préoccupation est genuine, non pour son frère, mais pour mon bien-être. Comme c'était à prévoir ? Avec plus de rage et des plans de vengeance. Ma réponse est calme, parce que j'ai appris à accepter que certains dommages familiaux sont permanents. Mais ce n'est plus ma responsabilité. J'ai pris mes décisions. Tu as pris les tiennes, et il a pris les siennes. Pierre se lève et s'approche de ma chaise. « Marie, vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez protégé votre dignité, votre patrimoine et votre paix mentale. Et regardez ce que vous avez gagné dans le processus. » Il gesticule vers Julien, vers le jardin florissant, vers la sérénité visible de mon environnement. Il a raison. En défendant mes droits et établissant des limites fermes, je n'ai pas seulement protégé de l'abus, mais j'ai créé de l'espace pour que les relations genuines fleurissent. L'amitié avec Pierre s'est développée parce qu'il n'y avait pas d'agenda caché. La réconciliation avec Julien fut possible parce qu'il a dû vraiment changer pour gagner une place dans ma vie. « Maman, » dit Julien en se levant pour partir, « merci de m'avoir donné l'occasion de démontrer que je pouvais changer. Je sais que ce n'était pas facile de me faire confiance après ce que j'ai fait. Sa gratitude est simple, mais profonde. Julien, tu as gagné cette occasion avec des actions cohérentes pendant des mois. Je ne t'ai rien donné que tu n'achais pas mérité. Ma réponse est honnête, et je suis contente d'avoir pu connaître l'homme que tu es devenu quand tu as finalement décidé de grandir. » Après le départ de Julien, Pierre et moi restons sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes qui encadrent notre vallée. Le silence entre nous est confortable, plein d'une compréhension mutuelle qui s'est développée jour après jour durant ces mois. « Pierre, » dis-je finalement, « je ne vous ai jamais remercié appropriément pour tout ce que vous avez fait pour moi, d'être là quand je n'avais personne, de me soutenir quand j'avais besoin de force, d'être l'ami que je n'ai jamais su avoir besoin. »« Marie, » répond-il avec ce sourire qui m'est devenu si familier, « les amis n'ont pas besoin de remerciements pour être amis. C'est ce que nous faisons naturellement quand quelqu'un nous importe. » Sa philosophie simple encapsule tout ce que j'ai appris sur les relations genuines. Tandis que les premières étoiles apparaissent pendant le ciel nocturne, je réalise que c'est exactement la vie que je mérite. Une vie où je suis respectée, valorisée et protégée. Une vie où mes décisions sont miennes, où ma dignité est inébranlable, où ma paix mentale est prioritaire. Mon époux avait raison dans sa lettre finale. Je mérite de vivre comme la reine que j'ai toujours été pour lui. Et finalement, à 70 ans, j'ai appris à me traiter avec la même dignité qu'il m'a donnée pendant 45 ans de mariage. « Pierre !» dis-je tandis que nous nous levons pour entrer. « Demain, je vais appeler mon avocat pour mettre à jour mon testament.
Je veux m'assurer que les personnes qui m'ont vraiment valorisée soient me reconnues appropriément. Son sourire me dit qu'il comprend parfaitement ce que je veux dire. Après une vie de donner inconditionnellement à ceux qui me voyaient ça comme acquise, j'ai finalement appris que le vrai amour se démontre avec des actions cohérentes, non avec des promesses vides ou du chantage émotionnel. C'est ma vie maintenant, et c'est exactement la vie que je mérite.